Nous sommes un petit peu en retard, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce lundi matin est le premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes-d'Armor, Antoine Ravard, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, bonjour à tous. On va parler, j'allais pas se dire de choses qui fâchent ce matin pour démarrer cette interview politique. J'avais envie de commencer par le budget. Vous me direz, on en parle souvent de ce fameux budget. J'allais presque dire aussi à rallonge. En tout cas, peut-être pas pour les moyens, mais pour le temps de discussion. On entend les députés qui aujourd'hui sont fatigués et se demandent parfois quel est le sens de leur action au Parlement, à l'Assemblée nationale, en se disant tout ça pour ça, avec là encore l'ombre du 49.3 qui plane. D'abord, permettez-moi de revenir sur la situation, à la fois la situation politique. Effectivement, les députés, et on craint tous, l'utilisation d'un 49.3, mais pourquoi on en arrive là ? Parce que les résultats des élections législatives ont donné plusieurs enseignements. Le premier de ces enseignements est que la gauche est arrivée en tête. Elle aurait dû être appelée à gouverner. Le deuxième de ces enseignements, c'est que massivement, les Français on dit stop à la politique économique du président de la République, celle qu'il conduit depuis 7 ans. Et le troisième des enseignements, c'est que malgré le score très haut et qui m'inquiète du Rassemblement national au premier tour, les Français ont montré au deuxième tour qu'ils ne voulaient pas voir le Rassemblement national accéder au pouvoir. Et finalement, suite à ça, qu'a fait le président de la République ? Il a décidé de continuer sa politique avec le soutien du Rassemblement national. Il y a donc une coalition de perdants, qui n'est pas majoritaire, avec un gouvernement minoritaire qui s'est mis dans les mains de l'extrême droite. Et évidemment, l'extrême droite ne joue pas le jeu démocratique classique, comme le fait la gauche, et donc elle tient l'avenir du gouvernement dans ses mains, ce qui le contraint lui-même à envisager le 49.3. Ça, c'est la situation politique. La situation économique, maintenant, qui est là. Quelle est-elle en France ? On a une croissance en berne. On a un déficit commercial qui est record vis-à-vis de l'international, et on a une inflation qui est supérieure à la croissance. Pourquoi ? C'est le résultat de choix économiques. Ça peut pas être on peut pas se ranger derrière la conjecture. C'est le résultat des choix économiques d'Emmanuel Macron. La Cour des comptes, l'année dernière, a dit que les cadeaux fiscaux faits par Emmanuel Macron depuis 2017, la suppression de l'ISF, l'exit tax, qu'on appelle la flat tax, tout un tas d'autres décisions fiscales, entraînent une perte de recettes de 62 milliards d'euros par an. C'est la Cour des comptes qui dit. Aujourd'hui, on voit qu'il manque 60 milliards dans le budget de l'État. Et donc, le Premier ministre nous propose une cure d'austérité de 60 milliards, avec notamment 40 milliards de baisse de dépenses. C'est globalement 20 coupés dans les services publics et 20 coupés dans la sécurité sociale, c'est-à-dire l'assurance maladie, l'assurance chômage et les retraites. Nous, notre proposition à gauche, elle est simple. Il faut remettre, avec divers moyens, de la justice fiscale, parce que les Françaises et les Français ne peuvent pas continuer de voir des services publics et la sécurité sociale s'affaisser. En tout cas, il y a une demande sociale. On en parle souvent sur cette antenne, mais cette demande sociale, alors bon, elle s'est traduite dans les urnes par ces 11 millions de Français qui ont exprimé leur colère en votant pour le Rassemblement national. Mais il y a une véritable demande sociale et on craint, lorsqu'on entend les gens s'exprimer dans la rue, au micro de nos radios, et bien qu'il y ait à un moment ou à un autre une explosion sociale. Le manque de services publics, la difficulté aussi à boucler les fins de mois, c'est beaucoup de choses. Tout cela est un petit peu, j'allais dire, une bombe à retardement. Il y a urgence à avoir un budget qui s'occupe des Français aujourd'hui. Bien sûr. Vous savez, depuis le début de la Ve République, même de la Quatrième République, la gauche et la droite travaillaient en s'opposant sur un certain nombre de textes, bien évidemment, mais malgré tout autour d'un contrat social. Ce contrat social, en France, il reposait sur le fait que gauche et droite, avec des variations, ancrer leur politique autour de l'État-providence et de la puissance d'un État qui venait, à travers les services publics et à travers la sécurité sociale, soutenir les plus modestes d'une part, et puis au-delà, offrir un certain nombre de services gratuits et universels, l'éducation, la sécurité, la justice, la santé notamment. Emmanuel Macron, il a balayé tout ça. Il a fait entrer la France dans l'ère néolibérale. Vous savez, celle qu'avaient connue les États-Unis et le Royaume-Uni dans les années 80, 90. La France est rentrée dedans avec Emmanuel Macron. Quel est le but de cette doctrine ? Elle est à terme de privatiser un certain nombre de services publics. Et c'est ce que fait, vous savez ce qu'on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Emmanuel Macron, c'est ce qu'il fait depuis 7 ans. Il veut supprimer des services publics. Pour ça, il commence par appauvrir l'État. Puis ensuite, on constate,
fait semblant de constater que l'État étant pauvre, on va devoir malheureusement faire un certain nombre de choix dans ce qui restera de l'ordre des services publics ou de la solidarité nationale à travers la sécurité sociale, et ce qui devra en sortir. Mais encore une fois, c'est le résultat de choix politiques. Et le choix politique qui est fait aujourd'hui, c'est celui de l'austérité. Et ça avait été dans un premier temps celui du secret, du mensonge. Je rappelle les propos du Premier ministre qui a dit lorsqu'il a découvert l'état des comptes de la France, je cite, que la situation était beaucoup plus dégradée que cela a été dit. Il y a une responsabilité sans précédent, et d'ailleurs à gauche nous avons demandé à ce que la commission des finances de l'Assemblée nationale se transforme en commission d'enquête pour auditionner notamment l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui, ironie du sort, est devenu prof d'économie malgré des résultats économiques calamiteux pour la France. Et aujourd'hui, la responsabilité qui doit être celle du gouvernement doit être, et des députés, ce à quoi s'attachent les députés de gauche, de recréer cette justice sociale, de réancrer l'État dans les territoires à travers les services publics. Juste un chiffre. Le Premier ministre a proposé une taxation exceptionnelle sur les plus riches à hauteur de 2 milliards d'euros par an. Nous, on peut la soutenir, même si on veut qu'elle soit pérenne. Mais dans le même temps, il faut que chacun le sache, dans le même temps, les prélèvements sur les plus modestes sera 4 fois supérieur, à travers quelques mesures. Premièrement, l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation, qui devait arriver en début 2025, est reportée de 6 mois. Voilà, en juillet. Pendant 6 mois, les retraités vont perdre de l'argent pour un équivalent de 3,6 milliards. Le coût d'une consultation chez le médecin généraliste va passer de 26 à 30 euros sans prise en compte. Donc on a ce qu'on appelle une hausse du ticket modérateur. Et donc pour les 1,1 million de Français qui n'ont pas de complémentaire santé, la consultation chez le médecin va coûter 4 euros de plus. Tout ça, ce sont en fait l'équivalent de prélèvements fiscaux sur les plus pauvres. Et j'ajoute à cela une nouvelle taxe sur l'électricité qui déjà a été augmentée en février, qui vont de nouveau être augmentées. Donc vous voyez, on a une duplicité du gouvernement et des soutiens macronistes de Gabriel Attal qui crient sur tous les plateaux, nous avons une ligne rouge, pas de hausse d'impôts. La réalité, c'est que c'est du mensonge absolu. Ils ne veulent pas augmenter les impôts pour celles et ceux qui vivent très bien dans notre pays, y compris les multinationales étrangères qui, on ne sait pas pourquoi, sont protégées par ce gouvernement. Mais ils sont prêts à augmenter tout un tas de taxes sur les gens qui travaillent, qui vivent de leur travail et qui vivent bien souvent de trop peu. Avec le risque que l'élastique casse à un moment évidemment, et qu'il y ait une fracture plus grave dans le pays. On parlera tout à l'heure des États-Unis. Juste un mot. Est-ce qu'on est en train de suivre le même chemin, finalement, une société qui se fracture violemment ? Oui, nous, ça fait des années, malheureusement, qu'on alerte que la politique d'Emmanuel Macron est une politique qui fracture profondément. On le voit, toutes les études le montrent. On a un affaiblissement énorme de ce qu'on appelait autrefois la classe moyenne en France. On a une bourgeoisie de plus en plus riche et extrêmement riche, avec des niveaux de revenus qui ont explosé ces 7 dernières années. Et on a inversement une paupérisation énorme des classes travailleuses, et on voit des ouvriers, des employés qui aujourd'hui ne peuvent plus vivre de leurs revenus et ils ont beau dos à droite de leur dire il faudra travailler plus pour gagner plus. C'est le retour de ce refrain maintenant dans la bouche de Gérald Darmanin en successeur ou de Gabriel Attal aussi en successeur de Nicolas Sarkozy. La réalité, c'est que on appauvrit les travailleurs français pour privilégier ceux qui vivent de rente. Et en vérité, on entend souvent un discours sur l'assistanat dans la bouche de la droite ou de l'extrême droite. Bah, moi, je vais vous le dire, ceux qui sont les assistés aujourd'hui dans le pays sont ceux qui vivent de rente financière, capitalistique, quand d'autres, ceux qui travaillent avec la dureté que cela implique, notamment pour leur corps, ne peuvent plus joindre les deux bouts. Avec un cri d'alarme aujourd'hui, celui des collectivités territoriales, voilà, qui les collectivités vont devoir, en l'occurrence, aussi mettre la main à la poche et faire des économies. On parle d'un volant d'économie entre 5 et 9 milliards d'euros, ce qui est très important. Sauf que voilà, si les régions peuvent encore un peu résister, les départements ont beaucoup plus de mal. Ils se sont exprimés ici, les présidents de départements, que ce soit dans les Côtes-d'Armor, en Île-et-Vilaine ou encore en Loire-Atlantique. On leur demande plus. Il y a un effondrement social. Il faut compenser, puisque c'est aussi le rôle, les missions des départements. Sauf qu'aujourd'hui, les départements risquent de ne plus pouvoir voter des budgets à l'équilibre. Certaines collectivités, d'ailleurs, ont repoussé le vote de leur budget pour cette année, en tout cas pour l'année qui vient. La situation est très grave, là aussi. Alors évidemment, il y a 9 milliards d'économies faites sur le dos des collectivités locales. Là aussi,
la gestion budgétaire calamiteuse de l'État et des gouvernements ces dernières années. Vous voyez, on essaye de faire payer les collectivités locales. Mais Bruno Le Maire, en son temps, pardonnez-moi, a un peu pointé du doigt les collectivités locales en disant voilà, elles font des dépenses qui ne sont pas toujours justifiées. Mais Bruno Le Maire, comme Emmanuel Macron, c'est là aussi, ce gouvernement depuis 7 ans, on assiste à une recentralisation permanente des pouvoirs, l'Élysée qui veut tout contrôler, Paris qui veut tout contrôler, alors que même que les Françaises et les Français disent qu'ils ont davantage confiance dans les élus locaux que dans le gouvernement de la République, et ce depuis de nombreuses années. Mais il faut redire une chose, c'est que les collectivités locales, elles, contrairement à l'État, sont dans l'obligation légale de voter des budgets à l'équilibre, et que la seule dette que peuvent avoir les collectivités sont des dettes sur l'investissement. En réalité, la dette des collectivités locales en France, elle représente 9% du PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale, c'est très faible. Là où la dette de l'État représente 110% de ce même PIB. Donc les collectivités n'ont absolument aucune responsabilité dans le creusement du déficit public et l'explosion de la dette. C'est le résultat, je vous l'ai dit, d'une politique économique nationale qui a fait le choix délibéré de se priver de recettes fiscales. Maintenant, effectivement, il va y avoir une situation désastreuse pour un certain nombre de collectivités. Le département, conseil départemental des Côtes-d'Armor ici, va perdre plus de 20 millions d'euros par an. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le département, il consacre plus de 60% de son budget en Côtes-d'Armor aux questions sociales, aux politiques sociales. Qu'est-ce que c'est ? C'est le RSA pour les personnes qui ont connu un accident de la vie et qui ne peuvent plus travailler en l'état. C'est l'allocation adulte handicapé pour les personnes en situation de handicap. C'est le soutien aux mineurs isolés à travers l'ASE. C'est aussi du logement social, le département, avec un bailleur social qui est présidé par la vice-présidente au logement du conseil départemental. C'est toutes ces politiques-là, si on suit le souhait de ce gouvernement et si on aboutit au résultat qu'il est en train de mettre en place, c'est toutes ces politiques qui vont être attaquées, restreintes, sous la contrainte par les collectivités locales, ici en Côtes-d'Armor et ailleurs. Et je veux aussi mentionner les autres collectivités fortement touchées. C'est le cas de l'Agnon-Trégor Communauté, de l'agglomération de Saint-Brieuc et de la ville de Saint-Brieuc. La ville de Saint-Brieuc qui va perdre 1,45 million d'euros, alors même que c'est la ville en revenus par habitant la plus pauvre de Bretagne, avec seulement 35% de ses habitants qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Donc on va encore une fois taper les plus pauvres au porte-monnaie et laisser dans le même temps ceux qui vivent de rentes capitalistiques tranquilles dans leur coin, plutôt que de les soumettre à l'effort de solidarité nationale. Là aussi, avec des inégalités territoriales, on peut imaginer que des collectivités un peu plus riches, je mets les guillemets qui s'imposent, puissent attirer, alors que d'autres collectivités qui, elles, n'arriveront pas à joindre les deux bouts, risquent au contraire de s'appauvrir encore plus finalement. Oui, ça va être le cas, je vous le disais, par exemple Saint-Brieuc est un bon exemple, mais vous savez, y compris des collectivités riches, moi je discutais il y a quelques jours avec un socialiste qui est président du conseil départemental de Haute-Garonne, donc qui est l'un des plus grands et des plus riches départements de France. Et lui, les baisses de son budget vont être à hauteur de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, alors même que ce qu'on appelle les compétences volontaires, c'est-à-dire celles qui ne sont pas obligatoires pour les départements, notamment la culture, le sport, n'atteignent que 30 millions d'euros dans son département. Donc quoi qu'il arrive, y compris dans un département comme celui-ci qui est plus riche que le département des Côtes-d'Armor, il va y avoir une casse sociale sans précédent. Et encore une fois, on va s'attaquer aux Françaises et aux Français qui travaillent, qui ont du mal à vivre de leurs revenus, ou à ceux, comme je le disais, il ne faut pas en avoir honte, ne peuvent plus travailler parce qu'ils ont connu des accidents de la vie que personne ne souhaite connaître et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont au RSA. Et je le rappelle que c'est les conseils départementaux qui aujourd'hui financent le RSA et d'autres très nombreuses politiques sociales. Avec aussi une actualité économique qui n'est pas brillante. On voit par exemple des usines qui licencient. C'est le cas à Rennes, par exemple de Stellantis, avec toute la problématique des voitures électriques et les sous-traitants en souffrent beaucoup. Là aussi, on risque d'avoir un hiver social compliqué. On vit d'abord un ralentissement mondial de l'économie. La croissance chinoise ralentit. On sait que la croissance chinoise est devenue le moteur de la croissance mondiale. On a les élections américaines, ce qui fait qu'on a un petit aussi tassement de l'économie américaine le temps que les élections se passent. Et on pourrait effectivement voir en 2025, les prévisions de croissance mondiale et européenne sont mauvaises. On pourrait voir un ralentissement important de l'économie qui aboutirait à la multiplication de plans sociaux comme ceux que vous mentionnez chez Stellantis notamment, et puis aussi chez Michelin, comme c'est indiqué ce matin encore chez vos confrères de Ouest France. Il y a là aussi
urgence à réinjecter de l'argent dans l'économie, mais au lieu de ça, le gouvernement fait une politique austéritaire. Et on l'a vu après la crise de 2008, je rappelle que partout en Europe, après la crise de 2008, on a cru que l'austérité était la solution. Enfin, pas nous, mais la droite qui gouvernait l'Europe a cru que l'austérité était la solution. On a vu les pays victimes, ce qu'ils ont subi, que ce soit la Grèce, l'Italie. Et moi, je veux dire que l'étape qui suit celle de l'appauvrissement, c'est l'austérité. Et celle qui suit celle de l'austérité, c'est la fracture sociale et c'est l'arrivée au pouvoir de gouvernements populistes. Ça a été le cas en Italie, qui a utilisé le reste de cette politique austéritaire qui avait considérablement appauvri notamment les régions industrielles du nord de l'Italie pour accéder au pouvoir. Et c'est ce qui guette la France si on ne fait pas le choix maintenant de la justice sociale et de la justice fiscale. Il y a une inquiétude effectivement avec la montée, la percée du Rassemblement national. Vous y faisiez référence en début d'interview, Antoine Ravard. Cette percée du Rassemblement national qui est constante finalement depuis plusieurs années. Et si demain, alors on va faire un peu de politique fiction, si demain Marine Le Pen, Jordan Bardella arrivent au pouvoir, on peut imaginer une France qui bascule, alors non seulement au niveau social, au niveau aussi des relations entre les Français, mais qui bascule aussi, et plus gravement, au niveau économique. D'abord, moi, permettez-moi de dire que je ferai tout ce qui est en mes capacités de militant, de responsable du Parti socialiste, pour que les Françaises et les Français ne fassent pas le choix de l'extrême droite. Moi, je suis à la rencontre tous les jours. J'étais encore ce week-end dans un certain nombre d'événements ou au championnat de France Espoir de vélo à Loudéac, au match de foot hier à Lamballe, au salon de l'habitat à Lamballe. Et je vois des habitants qui viennent me parler de la vie politique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup s'expriment en choisissant le bulletin du Rassemblement national sans qu'il y ait pour autant d'adhésion. C'est un vote de colère, c'est un vote partiellement de colère, de partiellement rejet. On peut parler de rejet. Dépit, de rejet, un vote d'impuissance également, parce que, vous savez, ce discours disant que le Rassemblement national n'a pas été essayé en France. Et moi, mon travail, il est assez humblement d'essayer de convaincre ces Françaises et ces Français qu'il y a une politique qu'on n'a pas essayée depuis des années en France, c'est la justice sociale, la justice fiscale. C'est la politique prônée par le Parti socialiste, par le nouveau Front populaire aux dernières élections législatives, et qu'il faut absolument travailler à réunir le pays sur ces notions de justice, de fraternité, d'égalité, plutôt qu'à le diviser et à ancrer cette division. Donc moi, je me battrai jusqu'au bout contre l'accès au pouvoir de l'extrême droite, qui n'est pas et ne sera jamais la solution, parce que l'extrême droite vit sur les peurs, sur les haines et sur la fracture de la société française. Ils ne sont pas la solution pour résorber cette fracture. On parlait tout à l'heure, en tout cas, je fais allusion aux États-Unis avec ce qui pourrait bien changer la donne dans 2 jours maintenant à peine. Mardi, les Américains votent. Ils ont déjà commencé à voter. Le système est un peu particulier aux États-Unis. Je ne vais pas m'y étendre. On aurait passé de cette interview pour le faire. En tout état de cause, Donald Trump est face à Kamala Harris. Kamala Harris, soutenue plus par les femmes, il faut bien le dire. Mais Donald Trump reste très haut dans les sondages. C'est un coude à coude, on l'aura compris. C'est pas forcément celui qui réunira le plus de bulletins qui gagnera. Là encore, le système américain, le système de vote américain en particulier. Il y a une crainte aujourd'hui de voir le retour de Donald Trump, en tout cas dans les rangs de la gauche ici en France, de voir Donald Trump revenir au pouvoir aux États-Unis. Dans les rangs de la gauche, bien sûr, mais ça devrait être universel pour tout le monde. Une accession au pouvoir de Donald Trump, on l'a déjà vu entre 2016 et 2020. Et à l'époque, l'appareil républicain avait encore limité un certain nombre de ses décisions. Aujourd'hui, il a une mainmise absolument complète. En cas de victoire de Donald Trump, toute l'Europe devrait être inquiète, parce que les États-Unis, c'est déjà annoncé, vont se distancier de l'Europe. Donald Trump est dans une posture extrêmement martiale envers la Chine, envers un certain nombre d'États. Il mènerait une politique catastrophique pour notamment les femmes américaines. Il s'était déjà attaqué au droit à l'avortement. Il s'était attaqué aussi au droit de vote. Je rappelle qu'il a supprimé les lois nationales qui régule le droit de vote aux États-Unis pour rendre le pouvoir aux États. Ce qui fait que dans un certain nombre d'États du Sud, dans lesquels, il faut le dire, il y a encore des politiques racistes aux États-Unis, il n'y a plus de bureaux de vote dans les quartiers majoritairement noirs. Ces Américaines et ces Américains dits afro-américains doivent se déplacer dans d'autres quartiers, ce qui forcément font moins et conduit à une abstention importante chez ces populations.
Donc évidemment que l'ensemble de la gauche française, mais je crois au-delà, souhaitons la victoire de Kamala Harris demain. On espère tous vivement que Kamala Harris deviendra présidente des États-Unis dans la semaine. Voilà, alors on va évidemment scruter avec attention et suivre avec attention ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, avec des similitudes entre l'Europe, allez, pourquoi pas la France et les États-Unis, pays fracturés, un dialogue difficile entre les Américains, c'est un petit peu le cas ici aussi en France, des réseaux sociaux très présents, et là ça nous amène à Elon Musk. Est-ce qu'on est sur la même pente fatale, ou est-ce qu'il y a quand même des différences entre la façon de voir les choses par les Français et la façon de voir les choses par les Américains? Je veux pas être trop pessimiste. Ce qui est sûr, c'est que les Américains, les États-Unis d'Amérique, sont une démocratie malade aujourd'hui. Et je vois à certains égards la démocratie française emprunter parfois des pentes similaires. Celle qui est, selon moi, la plus inquiétante, c'est la relativisation absolue des faits dans le débat public. Je parle par exemple de la question migratoire, si vous me permettez quelques secondes, puisque c'est le thème principal de la droite et de l'extrême droite américaine, et aussi en France. On a une suppression dans le débat public de toute notion de fait sur la réalité migratoire, à savoir que l'immigration en France augmente bien moins vite qu'en Europe. Savoir aussi un deuxième chiffre assez intéressant, c'est que l'année dernière, dans le monde, il y a 110 millions de personnes qui ont migré. Moins de 1% sont arrivés en Europe sur ces 110 millions. Et pourtant, quand on écoute le débat public, on a malheureusement la répétition de mots affreux et faux, comme submersion migratoire, grand remplacement, qui sont des mensonges absolus. Et je crois qu'il faut d'urgence que la classe politique refasse un pacte moral, éthique, disant que le débat politique, il peut bien sûr sacraliser un certain nombre de différences entre la gauche, la droite et d'autres familles politiques, mais que tout doit se fonder sur la sincérité des faits. Et que lorsqu'on efface le fait en politique, on rentre dans l'ère des populistes et que l'on parle à la haine, au cœur et non plus au cerveau. Moi, je fais confiance aux Françaises et aux Français. Il faut avoir un débat sain, rationnel, peut-être plus complexe que le débat populiste, forcément. Demande un petit peu plus de réflexion, mais je fais confiance aux Françaises et aux Français pour qu'on ait ce débat. Et je me battrai toujours contre ceux qui choisissent le populisme et le mensonge dans le débat politique. Là encore, aux États-Unis, une société très violente, hein, on le voit à bien des égards. La violence, elle est là aussi dans nos rues en France. Alors, je mets tous les guillemets là aussi qui s'imposent. Il ne s'agit pas de dire que le pays est à feu et à sang, mais on voit depuis plusieurs mois une intensification, par exemple des fusillades. On l'a vu à Rennes ces derniers jours, on l'a vu également à Marseille, évidemment. On a l'impression que cette violence gagne du terrain et que l'État est très, allez, on va dire débordé par cette violence, souvent liée d'ailleurs au narcotrafic. On a vu Bruno Retailleau se déplacer à Rennes il y a quelques jours pour dire voilà, on va prendre le taureau par les cornes. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau pourra endiguer réellement en tout cas le narcotrafic, et tout ce qui gravite autour? D'abord, je veux dire toute ma solidarité à nos amis rennais, qui effectivement vivent une situation difficile, et mon amitié à Nathalie Appéré, la maire de Rennes, qui fait un travail remarquable pour maintenir le lien social. Oui, mais là aussi, vous voyez, on est typiquement dans une situation mensongère dans la vie politique. Et malheureusement, pour répondre à votre question, avec un budget comme celui que les députés ou que le gouvernement s'apprête à imposer par 49.3, qui est un budget d'austérité pour les services publics, on ne résorbera pas avec un tel budget le sujet du narcotrafic. Pourquoi? Parce qu'il faut bien dire les choses aux Françaises et aux Français. Quand il y a de l'austérité, il y a moins de fonctionnaires, il y a moins de services publics. Et parmi les services publics, il y a la police. Et on a besoin aujourd'hui de davantage de policiers sur le terrain. J'ai vu que Bruno Retailleau avait annoncé à Rennes, et Nathalie Appéré l'en a remercié, des effectifs d'urgence, et sur le plus long terme encore davantage d'effectifs, c'est tant mieux. Mais il faut plus de police judiciaire, plus de gendarmerie. Et encore un exemple, ici ça fait des années qu'à la gendarmerie de Pleuc-l'Hermitage, et je veux le dire, il manque un poste. Ça fait des années et il n'a jamais été comblé. Donc il faut davantage de policiers sur le terrain, davantage de moyens pour enquêter, et il faut arrêter de renvoyer la balle aux villes. Les polices municipales, lorsqu'elles existent, ce n'est pas leur responsabilité de gérer le narcotrafic, le grand banditisme ou le terrorisme. Ça, c'est de la responsabilité de la police nationale, de la police judiciaire, de l'État. Les polices municipales ont une utilité importante, mais qui est tout autre, sur de l'incivilité, de la petite délinquance et du lien social au quotidien. Mais elles n'ont pas la responsabilité, elles n'ont pas l'armement, elles n'ont pas la formation
pour gérer les questions de narcotrafic qui sont aujourd'hui majeures. Et puis, je veux le dire, c'est le narcotrafic, c'est un problème sécuritaire, évidemment. Ça crée des morts, ça crée de l'insécurité. Mais c'est aussi un problème sanitaire avec une explosion des consommations de drogue qui crée des overdoses, qui crée évidemment de l'insalubrité. Et puis, c'est un problème social parce que les premières victimes du trafic de drogue sont les habitants de ces quartiers populaires dans lesquels le trafic se fait. Ils sont tenus quelque part en otage par ces groupes mafieux et c'est pour elles et eux qu'il faut investir massivement dans la police, qu'il faut déployer des effectifs sur le territoire, leur donner les moyens d'agir et qu'il faut remettre cette sécurité. Et puis un tout dernier mot, si vous me permettez, sur le fait qu'on parle, là aussi, il y a malheureusement souvent un prisme médiatique de l'insécurité en milieu urbain, mais je veux rappeler qu'ici aussi, il suffit de parler aux effectifs de police ou de gendarmerie pour savoir que l'insécurité, malheureusement, et la consommation de drogue augmentent en milieu rural et qu'il nous faut aussi davantage de moyens, policiers et gendarmes, dans ces territoires ruraux où les effectifs de gendarmerie, notamment ici, nous disent que par ailleurs leur travail est compliqué parce que le mode de vente et de consommation où tout se fait à domicile rend quasi impossible le travail en flagrant délit, ce qui est possible dans les territoires urbains. Et donc je veux insister sur le fait qu'encore une fois, il ne faut pas sortir la ruralité de ce débat. La ruralité a aussi besoin d'une politique plus importante en matière de sécurité. Voilà, évidemment, hein, ce n'est pas typique d'une situation des villes. Un dernier mot, l'éducation, c'est important aujourd'hui. Ça rejoint un petit peu, ça prolonge en tout cas le propos. Le procès des assassins de l'assassin de Samuel Paty démarre aujourd'hui à Paris. Vous vouliez en dire un mot ? C'est un moment majeur, je crois, pour toutes les Françaises et tous les Français, parce qu'on se souvient de l'horreur de laquelle on avait été frappé après l'assassinat de Samuel Paty, qui malheureusement a été suivi de l'assassinat l'année dernière d'un de ses collègues à Arras également. Dominique Bernard, exactement. Et il faut aujourd'hui un procès exemplaires qui permettent évidemment de rendre justice, qui permettent à la famille, aux professeurs de s'exprimer et qui permettent à la société dans son ensemble de prendre conscience de l'enjeu, prendre conscience de l'insécurité dans laquelle vivent certains de nos professeurs et que ce débat soit là aussi traité de manière rationnelle, parce que la rationalité permet toujours de trouver les solutions les plus efficaces, là où la démagogie permet malheureusement de trouver des solutions qui créent du contentement à court terme mais qui n'ont aucun impact sur le temps long. Donc moi je vais avoir une pensée aujourd'hui forte pour les familles et puis l'ensemble des personnes qui vont aller témoigner et pour l'ensemble de la communauté éducative qui est bien souvent trop peu soutenue. Et qui demande là aussi là aussi que l'État soit derrière en soutien pour leur permettre de garantir la liberté d'enseignement et puis aussi évidemment de sécuriser leur travail au quotidien. Un tout dernier mot, je reviens au budget, je boucle comme on dit. Si demain il y a un 49.3, comment ça va se passer ? Quelle va être la manœuvre possible pour, eh bien, par exemple, le Parti Socialiste ou plus largement la gauche ? Là, je laisserai les parlementaires. Moi, je ne suis pas parlementaire, mais forcément, s'il y a un 49.3, le gouvernement engage sa majorité face à un vote de défiance. Évidemment, nous voterons la défiance du gouvernement si le budget passe par 49.3, mais on sait déjà ce qui se passera. Le gouvernement est main dans la main avec l'extrême droite et il sera encore sauvé par l'extrême droite, parce que c'est la réalité cruelle des choix politiques. Emmanuel Macron gouverne aujourd'hui main dans la main avec Marine Le Pen. Antoine Ravard, premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes-d'Armor, était avec nous ce lundi matin. Merci infiniment. Merci, bonne journée. Une très belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.